on a tous des traits toxiques, honnêtement. Je pense que tout le monde a des choses qui fait guidées par des peurs, des traumatismes, des angoisses. Et donc, elle va réagir ainsi pour se protéger, va être dans un mécanisme de défense, de compensation, enfin peu importe. C'est important de se dire qu'on a tous des défauts et des défauts parfois qui donnent vie à des relations toxiques ou des dynamiques toxiques. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour, et c'est parti pour une nouvelle matinée santé sur Beurre FM avec mon invité qui s'appelle Amal Tahir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'accueil. Vous êtes animatrice du compte Instagram qui porte votre nom. Vous êtes une ancienne étudiante sage-femme. Aujourd'hui, vous êtes coach en neurosciences. Vous apprenez le self-love. C'est ça. Le self-love, c'est l'amour de soi. Ça, c'est important. C'est la ça. sexualité positive et la loi de l'attraction. C'est ça. Voilà, et vous êtes là aujourd'hui pour parler de aimer sainement, en finir avec les dynamiques toxiques dans le couple aux éditions Le Duc. Et là, il y a un mythe qui s'effondre puisque vous dites dans votre livre que le mythe des papillons dans le ventre, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Alors oui, du coup, je suis coach et je suis également sexologue et en fait, j'aborde plusieurs sujets dans mon travail et notamment avec ce livre, j'ai voulu un peu prendre les deux domaines que je maîtrise, c'est-à-dire un peu l'amour, la construction d'une relation saine dans la vie de tous les jours, à côté de la sexualité. Et du coup, j'ai beaucoup parlé d'amour, beaucoup parlé de relations. Enfin, je dis que dans ce livre, je parle pas vraiment d'amour, je parle plutôt de construire une relation parce que l'amour ne se construit pas, mais les relations, oui. Et en effet, j'aborde plusieurs, je dirais, stéréotypes un peu de l'amour et un petit peu à quoi on s'attend, et notamment les papillons dans le ventre. Et je dis que c'est vrai que, les fameux papillons dans le ventre. Ça. Quand on est amoureux, on dit « Ah, j'ai des papillons dans le ventre ». C'est ça, exactement. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le truc qui est genre vraiment l'alerte où on se dit c'est parfait, si je ressens ça, c'est la bonne personne. Et en fait, ce que j'essaie de dire avec ce livre, c'est que c'est pas parce que tu as ça que la relation est validée. En fait, il n'y a pas une sensation qui donne naissance tout de suite à une relation saine et parfaite. Et il y a des personnes qui vont vraiment se baser uniquement sur ces papillons dans le ventre et qui vont vraiment dépendre carrément pour construire des relations. Mmh. Alors, vous avez mis des années à vous poser cette question, est-ce que je suis saine dans mes relations ? Comment vous en êtes arrivé à vous poser cette question ? Voilà, j'ai vécu une rupture, mais plutôt d'ordre amical pour le coup, où la personne m'a reproché ça en me disant t'as des traits toxiques, t'es toxique, etc. Et du coup, j'ai commencé à me remettre en question, j'ai commencé à me poser la question, et en effet, j'ai remarqué qu'il y avait des choses que je pouvais évoluer en fait en moi, développer, et j'entendais beaucoup ça sur les réseaux sociaux, donc on parlait beaucoup de toxicité, de la personne toxique, et ça me faisait beaucoup culpabiliser. Je me disais j'ai pas de mauvaise intention, donc what the fuck. Et du coup je me suis dit j'ai envie d'évoluer, donc je me suis posé plein de questions par rapport à moi et mes dynamiques en relation avec les autres, amour, amitié, etc. quoi. C'est facile à accepter ? Pour moi non. Au début j'étais en fait j'avais tellement entendu des choses très difficile par rapport à ça, avoir des traits toxiques, être une personne toxique, peu importe, que je me disais la honte quoi, enfin c'est vraiment très grave, j'ai un problème, etc. Et oui, c'est très difficile à accepter. Au début on a même honte, on se dit oh merde, etc. quoi. Alors comment est-ce que vous avez accepté les traits toxiques de votre personnalité et donnez-nous un exemple. En fait j'ai compris que j'ai vraiment compris qu'en fait c'était pas une question vraiment de moi je suis la personne toxique, j'ai plutôt compris que c'était une dynamique parce que avec cette personne ça se passait comme ça. Par exemple, on allait souvent se disputer ou souvent se prendre la tête, etc. Alors que j'avais d'autres amitiés avec qui ça se passait super bien. Et du coup, j'avais compris que c'était plutôt une question de dynamique. C'est comme un mélange. Il y a des ingrédients qui donnent. Si on met des œufs là, ça donne un gâteau. Si on met des œufs là, ça donne une omelette. Moi, c'était ça. Quand on me mélangeait avec cette personne, ça donnait pas un truc très bon. Et du coup, j'ai plus remis en question les dynamiques toxiques en me disant est-ce que parfois ça peut pas venir des deux côtés ou les deux personnes ensemble. C'est une interaction, un couple. Exact. Exact. C'est deux personnes qui interagissent ensemble et on n'interagit jamais de la même façon avec des personnes différentes. Totalement. Ça, il faut le comprendre. Totalement. Et je pense aussi qu'on a tous des traits toxiques, honnêtement. Je pense que tout le monde a des choses qui fait guidées par des peurs, des traumatismes ou des angoisses. Et donc, elle va réagir ainsi pour se protéger, va être dans un mécanisme de défense, de compensation, enfin peu importe. Et du coup, je pense que c'est important de se dire qu'on a tous des défauts et des défauts parfois qui donnent vie à des relations toxiques ou des dynamiques toxiques. Oui, mais aujourd'hui, dès qu'on pense à dynamique toxique, on pense à pervers narcissique. Donc, c'est ça. C'est ça la question. Ça. On peut avoir des
très toxiques sans qu'on soit des pervers narcissiques. Totalement, ça n'a rien à voir. On est carrément sur rien à voir. On est en fait le pervers narcissique existe, donc il y en a certainement. Je ne suis pas qualifiée pour pouvoir la diagnostiquer. Je suis coach, pas psychiatre, mais ce qui est sûr, c'est que il y a un manque de responsabilisation dans les relations. Donc en fait, on va beaucoup dire, en fait, ça nous rassure beaucoup. Moi, je l'ai remarqué, c'est-à-dire qu'on va dire cette personne, elle est perverse, cette personne elle est toxique, moi je n'ai rien à voir. Et en fait moi ce que j'ai mené dans ce livre, je suis venue un peu comme je le fais sur Instagram, en vrai ça fait un petit temps que je fais ça, titiller les gens dans leurs habitudes émotionnelles et de dire et pourquoi tu te remettrais pas en question, sans avoir envie de culpabiliser les gens, mais plutôt se dire et toi c'est quoi ta part de responsabilité dans cette relation. C'est pour ça que vous parlez de dynamique. Mais, et c'est intéressant, hein, parce que votre approche du couple, elle est tout à fait différente de tout ce qu'on lit aujourd'hui. Vous parlez de cette dynamique toxique. Alors, vous définissez les mots. En parlant de vocabulaire, hein, il y a la personne qui est toxique, il y a ce que vous appelez le comportement toxique, la dynamique toxique, la relation toxique et la réponse toxique, puisque vous expliquez que finalement... Un couple, c'est un miroir, hein, on a des fonctionnements en miroir, et qu'un certain comportement peut donner une réponse qui est toxique. Totalement. Parce que justement, je vous disais tout à l'heure, du coup, moi, j'ai déjà connu des relations toxiques, et en fait, sur le coup, comme je vous disais, j'ai beaucoup culpabilisé, je me disais, merde, je suis une mauvaise personne, et en fait, après, quand je réfléchissais à cette relation, que je la racontais à des personnes extérieures, elles me disaient, mais j'aurais réagi pareil, enfin, ça ne se dit pas, ou ça ne se fait pas ce que cette personne a fait, et du coup, je me rendais que j'avais répondu d'une manière qui n'était pas très saine, parce que la personne aussi avait fait un truc pas très sain. Mais sur le coup, je culpabilisais beaucoup, donc je me disais c'est moi la merde quoi en question. Enfin, je me mettais beaucoup en question, je me remettais beaucoup en question. Et en fait, dans ce livre, même moi en tant que coach, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour leur vie amoureuse et qui me disent oui, voilà, ce mec-là était toxique, ou bien moi j'étais toxique, je culpabilise, je ne pourrai jamais avoir de relation saine. On se calme, tout est possible. C'est juste que, comme vous le dites très bien par rapport à ce que je dis dans le livre, il y a des définitions, il y a des comportements. Donc, par rapport à une situation bien précise, ça nous renvoie dans ça. Il y a des réponses, il y a des personnes. Mais la question à vraiment se poser, c'est maintenant que j'ai compris que je suis toxique ou peu importe, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour être quelqu'un de plus sain dans la société et dans les relations. Donc vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez travaillé sur vous ? Bien sûr, j'ai travaillé sur moi, je me suis posé des questions. J'ai eu le courage de poser des questions à des gens autour de moi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit non, moi je m'entends super bien avec toi, t'es quelqu'un de très sain, on passe beaucoup de temps ensemble. D'autres qui m'ont dit moi je pense qu'en effet t'as ce trait-là, il faudrait peut-être travailler dessus, mais j'en ai aussi. Et puis voilà, j'ai vraiment travaillé sur moi et je me suis posé des questions par rapport à mes relations et à qui j'étais. Comment on fait, et ça c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, pour sortir d'une dynamique de couple qui est toxique ? En fait, c'est vraiment changer de route. Donc, en fait, la dynamique, ça veut dire qu'en fait, il y a un espèce de rituel de comportement qui va se mettre en place. C'est-à-dire que on va laisser des comportements toxiques prendre beaucoup de place dans la relation et ça va vraiment donner le rythme en fait à la relation. Et du coup en fait c'est que les deux personnes doivent communiquer c'est bien mais se comprendre c'est mieux, de se dire voilà aujourd'hui nous dans notre couple quand on est dans ce genre de situation on réagit comme ça, est-ce que c'est sain, et vraiment devenir dans un exercice de couple de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour changer de direction et retrouver une relation plus saine. Il y a aussi des comportements sexuels qui sont toxiques. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on est d'accord sur la définition de ce qui est toxique dans un couple ? Vous et moi ou Non, par exemple, qu'est-ce qui est toxique ? Qu'est-ce qu'on appelle un comportement toxique dans un couple ? Je pense que ça dépend aussi des limites de chaque personne, mais notamment, en fait, il y a des comportements toxiques, par exemple, quand on dit quelqu'un qui aime séduire, voilà, quelqu'un qui aime séduire alors qu'il est en couple. Alors, la personne doit choisir est-ce que ça la dérange ou pas. Ça, c'est à elle de dire, moi, ça me dérange pas, tant que, voilà, c'est juste de la séduction, moi, je suis à l'aise avec ça, moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc, déjà, penser à soi. Moi, comment je me sens face à ce comportement-là, et ça va être toxique si par exemple la personne elle le fait pour vous vous titiller, vous rendre jaloux, alors qu'il y a beaucoup de personnes, on se rend pas compte, moi j'ai parlé avec beaucoup de personnes qu'on appelle les personnes qui aiment séduire, qui en fait ont un énorme manque de confiance en eux et qu'ils ont besoin de combler, de se sentir toujours... Il y en a, c'est très sain, c'est simplement moi j'aime séduire, j'en ai besoin dans la vie de tous les jours, même si c'est pas pour dater la personne ou sortir avec, j'ai besoin de flirter quand j'en ai envie. Mais il y a d'autres, c'est un résultat de certains comportements toxiques. Donc en réalité, je pense que c'est subjectif. Genre il y a des personnes pour ça va être horrible et d'autres pas. Donc finalement la question de se poser c'est moi comment je me sens. Et je dis pareil pour les fameux red flag et green flag qu'on voit beaucoup pour le moment. Donc qu'est-ce qui est
un drapeau rouge, donc on sort pas avec. Faut expliquer le vocabulaire là. Alors, red flag, ça veut dire drapeau rouge. Ça veut dire, par exemple, c'est mort, quoi. C'est vraiment. On s'arrête. C'est comme sur la route, voilà. C'est fait rouge, on s'arrête. Ouais. Alors que vert, c'est go. Donc ça, c'est un truc que les love coach abordent beaucoup. Red flag et green flag. Moi, j'ai un peu, envoyé à la poubelle tout ça, et je pars du principe que en fait, pour moi, les vrais red flags et les green flags, c'est plutôt comment toi tu te sens. C'est-à-dire que un acte ou un comportement qu'une personne va avoir, avec deux personnes différentes, il y en a une qui va se dire ah ben merde, je pourrais jamais, et une autre qui va se dire ah ben moi j'adore, en fait, je suis pareil. Donc ça dépend aussi, c'est très subjectif, quoi. Mmh. L'entourage dit souvent mais pourquoi t'es resté? Alors ça, c'est un truc ou alors pourquoi t'es pas parti? C'est très culpabilisant. C'est très culpabilisant parce que je pense que la personne, si elle n'arrivait pas à partir, bon, il y a des cas plus graves où on est dans des trucs d'emprise, etc. Mais il y a aussi plein de raisons qui font qu'on reste dans une relation. Il y a notamment, pour moi, la première chose qui fait qu'on reste, avant tous ces trucs de emprise, etc. On est simplement sur des personnes qui vont beaucoup idéaliser la relation. Donc c'est des personnes qui vont vraiment vivre dans une relation qui n'existe pas, et en fait ils vont idéaliser le potentiel relationnel, et du coup ils vont se dire on est capable d'un jour d'avoir une maison, d'être heureux ensemble. Je vois ce potentiel-là chez la personne, alors qu'en fait, c'est pas ça dans la vraie vie. Et les personnes n'ont pas le courage de prendre le recul nécessaire pour se dire, en fait, la personne me convient pas. Et du coup, souvent, on reste parce qu'on s'est vendu du rêve dans sa tête, quoi. Vous dites aussi qu'il y a aussi que beaucoup restent parce que la situation la pire, c'est d'être seul. Exactement, totalement. C'est-à-dire que entre être dans une relation qui ne me convient pas et être seule, il y a beaucoup de personnes qui vont choisir d'être dans une relation où ils ne sont pas heureuses. Notamment, je pense aux femmes, il y a quand même une énorme pression du côté féminin. Il faut vite faire des enfants, il y a un âge, il y a une date de péremption. On est vraiment des yaourts, quoi, pour beaucoup de personnes dans la société. Donc il y a cette pression qui fait qu'on va vraiment choisir. Il y a beaucoup de femmes qui, en fait, à l'approche de la trentaine, 35 ans, vont littéralement paniquer. En fait, c'est vraiment de se dire, tu vas finir seule. Et ça dépend aussi de la culture, etc. Mais c'est vrai que ça peut être pire dans certains cas où c'est vraiment en mode, écoute, là, il faut que tu te maries, sinon c'est mort, tu vas finir seule. Du coup, il y a aussi ce côté où on met des pressions aux femmes aussi pour qu'elles trouvent vite quelqu'un. Et à différence de la jeunesse, plus le bad boy, mais le mec bien gentil, bien sérieux, etc. Du coup, en fait, les femmes divisent les hommes dans deux catégories, le gentil, le méchant. Et quand t'es trop vieille, prends le gentil, on s'en fout que tu l'aimes. Et puis il y a plein de mécanismes aussi qui mènent à ça, cette réflexion qu'on se fait, c'est qu'il y a aussi une sacralisation de l'amour des hommes, c'est-à-dire que l'amour des hommes est haut et l'amour des femmes est là. C'est-à-dire que quand on parle de l'amour d'un homme, on va souvent dire un homme quand il aime vraiment, quoi. Tu vois, genre, ou un homme quand il trompe, c'est pas grave, c'est sexuel, alors que les femmes, quand elles trompent, elles aiment. Du coup, on banalise. Ah, c'est vrai qu'on a toujours entendu. Alors, mais c'est totalement faux. Une femme peut s'y tromper parce qu'elle veut juste s'amuser, et puis basta, quoi. Et un homme peut tromper parce qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre, et puis voilà. Donc, et en fait, c'est ce genre de phrase-là. Oui, mais on dit, parmi les clichés, oui, mais il quittera jamais sa femme. Voilà. Il quittera jamais sa femme ou la mère de ses enfants. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les clichés. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On désexualise la mère de ses enfants parce que on est en mode et on enlève sa fonction de femme pour la mettre que dans une fonction, la fonction de mère. Et puis on sacralise l'amour des hommes. Donc on est dans un truc où waouh, quand il aime vraiment. Et en fait, finalement, du coup, les femmes avec tout ça, elles ont dans la tête la sacralisation, l'amour unique. Elle préfère être avec quelqu'un qu'elle n'aime pas vraiment, quitte à être seule, quoi, parce que c'est dingue qu'un homme t'aime. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du couple. On en parle ce matin avec mon invité qui s'appelle Amal Tahir. Alors, vous êtes animatrice d'un compte Instagram qui porte votre nom. Et vous publiez aujourd'hui Aimer sainement, en finir avec les dynamiques toxiques dans le couple chez Le Duc. C'est un livre original dans la façon que vous avez d'aborder la toxicité, et vous parlez de la dynamique qui peut s'installer dans le couple. Totalement. Vous n'aimez pas beaucoup l'idée qu'on passe la moitié de sa vie à rechercher sa moitié. Pourquoi ? Oui, en fait, ce que je n'aime pas, c'est déjà qu'on recherche, c'est-à-dire que on soit vraiment qu'on considère les gens comme une moitié, et de se dire, il faut que je trouve ma moitié. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vivent avec un sentiment de manque tout le temps, de se dire, il me manque quelque chose. Attention, c'est pas une honte de dire, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être en couple, c'est totalement ok. Mais il y a des personnes vraiment qui vont développer une obsession pour le fait d'être en couple, et pour eux, c'est vraiment un statut, quoi, de se dire, là, je suis en couple, quelqu'un m'aime, et quand cette personne m'aime, c'est bon, c'est réglé. Donc, tous mes problèmes sont réglés. Alors que non, même en couple, il y a des problèmes. Et attention, relation saine ne veut pas dire relation facile. C'est important de bien le comprendre.
Saine, on va dire, c'est le contraire de toxique pour vous? Ouais, oui. Bah, une relation saine peut avoir des petits, quelques dynamiques toxiques, mais peut rester saine. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une fois on a une dispute qu'on n'est plus du tout dans une relation saine. C'est pas aussi éliminatoire que ça. L'humain n'est pas aussi tac-tac que ça. C'est pas. Ouais. Voilà, ouais. Donc voilà. Mais c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Exact. Parfois, la vérité est au milieu, comme on dit. Voilà, voilà, c'est ça. Souvent d'ailleurs. Ouais, souvent la vérité est au milieu. D'où l'idée qu'on a de l'amour vient-elle et de la façon dont on construit un couple? Comment ça? Parce que moi je vois que par exemple votre génération a été très influencée par les clips, par les films, par les séries. Alors, vous donnez un nombre des noms de séries, de films ou de clips qui ont influencé votre génération. Dans ma génération c'était moins influent, on va dire. Chez nous, c'est beaucoup. On n'était pas influencé par ça. Chez nous, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Même quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, TikTok, etc., on va vraiment voir qu'il y a des inspirations en termes d'amour. Je le donne dans le livre, mais Blair et Chuck de Gossip Girl, c'est quand même une série des années 2000 qui a cartonné chez ma génération. J'ai 27 ans. C'était genre la série, etc. Comment il s'appelle, Skims. Enfin, il y a plein de séries qui représentent l'amour toxique et qui glamourisent la toxicité. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où vraiment on va glamouriser des côtés d'une relation qui en fait ne sont pas normaux. En fait, c'est pas normal. Blair et Chuck, c'est pas normal. On normalise des relations qui le sont pas, c'est ça? Bah oui, on glamourise même, on trouve ça excitant. Et souvent, ça passe par la passion et le même schéma en fait. La fille timide qui est à l'école, qui nanani, et puis il y a le bad boy qui étudie pas du tout, qui arrive, elle tombe tout de suite amoureuse de lui, et puis voilà. Et du coup, il y a tout le temps le même scénario qui rend toujours les femmes dans un truc de misquina un peu, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. C'est ce que vous appelez les injonctions amoureuses. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous définir finalement ce que sont ces fameuses injonctions? Ça, c'est important comme concept. Oui, totalement. Les injonctions amoureuses, c'est des injonctions transmises par la société qui nous font croire qu'il y a des choses qui sont obligatoires dans une relation, notamment la passion. La passion, on va la définir dans notre société pour qu'elle soit une vraie passion. C'est comme une feuille. On prend la feuille, on allume un briquet, paf, ça fait tout de suite du feu. Alors que la passion, ça peut être un feu de bois. Donc, c'est-à-dire qu'on vient alimenter la passion quotidiennement. On vient alimenter la relation. Et en fait, les gens, à cause de, la glamourisation de tous ces films, ces séries, ne veulent plus construire de relations. Les gens veulent tout de suite, donc c'est vraiment vraiment cette explosion à l'intérieur d'eux-mêmes où on doit ressentir ça. Il y a ça. Et là, on peut dire qu'on est, ça y est, quoi. On est dedans, je le kiffe, il me kiffe, je la kiffe. Il y a vraiment ce truc qui se met. Alors qu'en fait, dans les films, on voit jamais une relation se construire vraiment par des vrais moments, des vraies conversations. On est vraiment dans les sensations. C'est ce qu'on voit en genre, donc la sensation. Donc je le rencontre, paf, le temps s'arrête, etc. Il y a jamais cette deuxième chance de découvrir quelqu'un et tomber amoureux de ce qu'on découvre. Au quotidien, finalement. Ouais. Il n'y a pas le quotidien. Pas du tout, il n'y a pas le quotidien et il y a vraiment cette représentation de toujours cette passion tout de suite énorme, c'est une injonction quoi. On doit ressentir ça pour dire qu'on peut être amoureux. Et oui, il y a plein d'injonctions dans un couple, dans les dates, c'est-à-dire que souvent quand on va dans un premier date ou un deuxième date, moi ça me fume à chaque fois mais je me dis rendez-vous bien compte que c'est quand même un inconnu quoi cette personne. Tu vois, genre quand tu rencontres quelqu'un la première ou la deuxième fois, ça reste un inconnu. Tu vas pas dire que c'est et en fait les gens se projettent quoi au premier date. Donc le mec va dire mais peut-être qu'il y a eu des discussions avant sur les réseaux. Enfin, oui, voyez, mais enfin, c'est pas réel. Il y a cette illusion peut-être de connaître la personne. Parce qu'on a beaucoup discuté avec. Oui, mais l'illusion mène à des problèmes. Parce que je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on est à un premier date et que le mec dit ou la meuf dit voilà, j'ai trompé mon ex, voilà, dans le passé, l'autre va être en mode pardon, mais je pourrais jamais sortir avec toi, t'as trahi ton ex, tu vas me faire la même chose. Donc il y a ce truc de vraiment que les gens se répètent à travers les histoires, alors qu'en fait, il y a pas à surréagir. On se connaît pas, au pire t'as trompé ton ex, je vais dormir pareil, tu vois. Et en fait, il y a pas cette distance. Les gens n'arrivent pas à mettre cette distance de se dire voilà, il y a une distance, on se connaît pas. Les gens sont tout de suite pris, ils veulent tout de suite. Donc ça veut dire que quand la personne nous avoue un truc qui peut être un peu embarrassant sur son passé amoureux, les gens vont surréagir en mode oh waouh, j'y crois pas, c'est choquant, ça me fait peur, etc., etc. C'est comme le body count. Donc avec combien de personnes t'as couché avant moi, etc. Le body count. Les gens vont. Faut m'expliquer, moi, parce que je suis vieille école. Le body count. Alors, ça se présente comment un body count? Le body count, c'est en gros le nombre de personnes avec qui t'as couché avant la personne là, quoi. Et ça se dit au moment de la date? Oui, ça se dit carrément. Mais c'est complètement fou de se dire ça et de juger l'autre par rapport à ça, quoi. Enfin, du coup, moi, je pense qu'en effet, il y a des choses où on va trop vite. Au premier date, la personne nous dit un truc un peu embarrassant, on est tout de suite en mode oh waouh, ça fait super peur, ça dit tout de toi, parce qu'en fait les gens veulent tout de suite, il y a une surconsommation finalement de date et de ce qu'on ressent quoi.
Il n'y a pas la frustration, il n'y a pas l'attente. Il n'y a pas l'attente de découvrir l'autre. Parce que dans les films, ce qu'on voit, c'est la fille se retourne dans le casier de l'école et paf, elle se sent envoûtée par le mec. Alors que non, on peut avoir une attirance physique très rapide. Des beaux gosses, on en voit tous les jours, c'est très sympa. Mais de là à se dire, je veux sortir avec cette personne, c'est pas possible. Enfin, c'est beaucoup trop rapide. On peut ressentir des choses très fortes parce que voilà, mais les gens s'attachent aux sensations et pas à ce qui se passe réellement dans une relation. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se dire, bon, là, on en est où ? Et il y a beaucoup d'interprétations, finalement, dans les relations. Par exemple, il y a beaucoup d'interprétations, quoi. On se dit, il a dit ça. On se fait des films, Oui, ça, voilà. Ça, c'est le principe. Voilà, on se fait des films, ouais. Enfin, on se fait des films, oui. Enfin, faire des films, pour moi, c'est plus genre, tu vas te coucher, puis tu rêves d'un truc, enfin, ça va. Non, mais quand je dis qu'on se fait des films, c'est qu'on commence à broder sur des choses qui n'existent pas. Et c'est vraiment l'interprétation. On se raconte des histoires en s'imaginant souvent le pire, pas le mieux. Oui, c'est ça. Ou par exemple, même quand on débute une relation avec quelqu'un, parce qu'il reste prendre le petit-déj, on va se dire, il me kiffe là, c'est sûr, il veut sortir avec moi, il est engagé. Alors qu'en fait, il faut lui poser la question. Les gens parlent beaucoup à leurs amis de la relation qu'ils sont en train de vivre, mais pas à la bonne personne. C'est-à-dire que par exemple, moi j'entends souvent ça, j'ai vu un mec, on a daté, puis il est venu chez moi, il est resté dormir, donc je pense qu'il m'aime, quoi, par exemple. Et en fait... Ça, j'appelle ça se faire un film. Non, c'est de l'interprétation. Oui, enfin bon. Parce que se faire un film, c'est plutôt repasser le moment et rajouter des détails un peu hot, tu vois. Alors que vraiment, interpréter, c'est dire à ses copines, les filles, il est resté dormir, il m'aime, quoi. Enfin, c'est sûr, il m'aime, il me kiffe. Et en fait, là, au lieu de dire au mec, ça représente quoi pour toi de rester chez moi, on va aller demander aux copines parce qu'en fait, on partage beaucoup dans nos têtes, mais peu dans la réalité, quoi. C'est pas too much information ce que vous dites. Est-ce que c'est pas trop d'informations ? C'est-à-dire qu'après, quand vous posez la question, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir dormi chez moi ? C'est compliqué à dire. C'est honnête. Je suis d'accord avec vous, c'est honnête. Oui. Mais c'est compliqué. D'attendre un peu, mais je pense que, déjà, il faudrait travailler sur le fait que les petites choses, on ne peut pas rendre magique tout dans une relation, donc ça parce que quelqu'un reste dormir que c'est magique, mais je pense que vaut mieux poser la question à la personne et de justement sortir avec des gens qui nous font pas sentir dans des situations inconfortables quand on a envie de communiquer ou quand on a envie de poser des questions. C'est cette sensation de il va peut-être arrêter de me voir, elle est dangereuse finalement. Vous parlez de ces nouvelles formes de communication que sont devenues aujourd'hui la non-communication, le ghosting et ses dérivés. Totalement. Donc le ghosting, c'est le fait de couper court, quoi, et de ne pas donner de nouvelles à la personne, de ne pas lui donner des nouvelles par rapport à la relation et de juste disparaître. Donc ghost, le fantôme, donc ça vient de là. Donc on fait le fantôme, donc on disparaît sans donner de nouvelles. La personne qui subit le ghosting, en tout cas l'effet fantôme, c'est très difficile parce que justement ça laisse place à tout. Toutes les trucs possibles. Donc on va souvent entendre celle ou ceux qui veulent se rassurer en disant non mais il était pas prêt pour une relation, il a trop ressenti de choses donc il a eu peur. Donc voilà, on va se dire il m'aimait mais il a eu peur. D'autres qui vont se dire il s'est foutu de ma gueule, ou elle s'est foutue de ma gueule. On va traduire. Donc le ghosting, ça vous déporte à plein de traductions. Et c'est là où je dis l'interprétation en relation amoureuse, elle est dangereuse parce que en fait, c'est-à-dire qu'on ose plutôt le raconter à toutes ses copines, mais on n'ose pas poser la question à l'autre personne. Et en fait, généralement, dans le ghosting, on dit de ne pas retourner vers la personne parce que c'est ce qu'elle attend, qu'on revienne et qu'on pose plein de questions et que, en fait, ça rend un peu addict. C'est comme souffler le chaud et le froid, quoi. Et le fait de ne pas communiquer, c'est aussi communiquer, c'est ce que vous dites. Oui, totalement. Voilà. Pour moi, c'est ça. Quand on ne communique pas, on communique et on dit clairement que juste, on n'est pas... En tout cas, la personne n'est pas ce qu'on voudrait dans notre vie. Donc, à se poser la question, plutôt que qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent, pourquoi il a disparu, de se demander, est-ce que moi, je veux d'une relation avec quelqu'un qui n'est pas prêt à communiquer verbalement ? De se retourner les choses à l'envers. Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser à ce moment-là. Totalement. Et c'est ça que je dis, soyez dans les sensations de toi-même, de moi, comment je me sens avec cette personne, et est-ce qu'elle rentre dans ce que je veux ? Parce que parfois, on se prend la tête pour des trucs où, en fait, on veut pas d'une relation comme ça, quoi. Enfin, il m'a ghosté, mais il a regardé ma story. Oui, horrible. Et du coup, je connais, je parle de ça parce que je connais l'exemple. Oui. Et moi, j'en parle beaucoup. J'ai fait un post qui dit si tu es heureuse parce que cette personne a regardé ta story, c'est que la personne te donne très peu. Parce que si t'es dans une relation comblée et une relation, un flirt qui se passe bien, la story, elle est normale, quoi. Bien sûr qu'il regarde tes stories, il a envie d'avoir de tes nouvelles, savoir ce que t'as fait de ta journée. Donc, si ça devient un honneur et un truc de ouf, c'est que derrière, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on peut donner comme explication, Amal,
En parlant de quelqu'un, hein, une femme, un homme, qui à chaque fois dit, mais de toute façon, voilà, à chaque fois j'ai des relations toxiques. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette alors, je pense que c'est important. Je pense que quand quelqu'un dit, voilà, j'enchaîne les relations toxiques, voilà, ça dépend du cas par cas, peut-être c'est vrai, etc. Mais je pense que la première chose, c'est se poser des questions sur soi, de vraiment faire un bilan avec soi-même et de se dire, de un, si c'est vrai, pourquoi je les ai acceptés ? Qu'est-ce qui m'a mené, moi, déjà à les accepter ? Et de deux, est-ce que moi j'ai ma part de responsabilité ? Et ça, c'est un truc qui pique beaucoup quand je le dis, mais il faut absolument... Dans le livre, ça pique. Hein. C'est vrai que j'imagine que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Non, pas du tout. Parce que c'est plus facile quand c'est l'autre qui est, qui est responsable, évident. Quand même. C'est plus facile de faire le deuil. Ou de dire, je tombe que sur des mecs cons, quoi. Enfin, moi, j'entends souvent mes copines dire ça, je leur dis, attends, viens, on établit les choses. Du coup, j'avais fait ça avec une pote, elle me disait, non, mais je tombe que sur des mecs cons, c'est comme ça. On a pris une feuille, on a noté tous les mecs qu'elle avait datés la dernière année, et on a écrit comment ça s'est fini, ou qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, on s'est rendu quand même compte, bon, il y avait des cons quand même, mais c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de... Elle a beaucoup interprété, beaucoup traduit, elle s'est beaucoup investie alors qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire que voilà, par exemple, elle datait un mec depuis 2-3 fois, c'était son anniversaire, elle s'était donnée à fond, alors qu'elle avait rien, donc elle ne suivait pas du tout l'équilibre. C'est-à-dire qu'elle allait déjà trop loin par rapport à un mot que le mec avait dit, ça devenait waouh. Donc on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a acceptées, mais qui ne font pas partie de ses désirs en relation. C'est-à-dire que tu acceptes que le mec te donne pas de nouvelles pendant 4 jours. La question à te poser, c'est pas pourquoi il m'a pas donné de nouvelles, mais est-ce que je veux de quelqu'un qui donne pas de nouvelles pendant 4 jours sans raison. Amal Tahir, vous êtes en France, hein, parce que vous êtes en Belgique. Oui. On profite d'un de vos passages en France pour vous inviter. On parle du couple avec vous ce matin. Vous expliquez que tout se joue au début. Et alors, vous parlez de ce qu'on appelle la peur du tri. Est-ce que vous voulez nous expliquer techniquement en quoi ça consiste, cette peur du tri ? Alors, la peur du tri, c'est un truc que j'ai nommé comme ça. Je me suis dit, bon, je vais l'appeler comme ça pour que les gens puissent le comprendre. C'est parce que, en fait, dans ce livre, j'aborde beaucoup les inégalités relationnelles entre hommes et femmes. Donc, je me suis beaucoup posé la question, comment les hommes rentrent en relation et comment les femmes rentrent en relation. Et avant de parler de la relation, j'ai voulu aller avant comment les gens sélectionnent les gens avec qui ils vont dater, sortir, etc. Et pour moi, la peur du tri, c'est quelque chose qui est extrêmement présente chez les femmes. C'est comme je le disais, par rapport à l'âge et plein de facteurs, va faire que les femmes vont toujours négocier avec elles-mêmes moins qu'un homme. Les hommes vont moins négocier. C'est-à-dire que quand ils veulent ça, genre ils veulent une femme comme ça, parfaite physiquement, nanani, ils vont se dire tout ce qu'ils veulent. Ils vont plus vite s'y tenir, ils vont plus vite faire le tri en se disant non, elle me plaît pas du tout, nanani, nanana. Tout de suite, dès le départ, oui. Voilà. Beaucoup d'hommes, c'est dès le départ, ils savent s'ils sont attirés ou pas par la personne. Les femmes, il y a toujours ce doute qu'on va leur insérer dans leur tête, de se dire il est peut-être pas très beau, donc une femme n'a pas vraiment le droit de vouloir être attirée par le physique et puis voir le reste, alors que les hommes c'est beaucoup plus accepté. Elle va se dire peut-être qu'il est pas très très beau, mais je vais apprendre à le découvrir, c'est peut-être quelqu'un d'intéressant, c'est peut-être quelqu'un de mais alors que les hommes ils ont beaucoup moins peur de se dire non, elle me convient pas, elle me plaît pas, c'est mort, alors que les femmes vont plutôt se dire on sait jamais. Il y a toujours ce truc de on sait jamais. On va donner une chance au produit. Oui, c'est ça. Il y a plus ce truc de les hommes ne rentrent pas en négociation. J'ai vu vraiment dans ma courte carrière, j'ai vu beaucoup plus d'hommes en fait dire non, moi ça m'en plaît pas, ça m'intéresse pas, c'est mort, ça n'arrivera jamais. Alors que les femmes souvent par la peur de justement rater ce fameux train, etc., sa dette de péremption, elles peuvent parfois parler avec quelqu'un qui ne leur convient pas dès le début, mais pour se dire peut-être qu'il y a autre chose derrière. Donc on va voir de l'autre côté du miroir. Ouais, c'est ça. Quelles sont les bonnes questions d'après vous à poser dès le départ ? En date ? Oui. Je pense en date. On va appeler ça comme vous voulez. En rencard. Moi, j'appelle ça moukabala. Vous appelez ça comme vous voulez. Bon, bref. En rendez-vous, quoi. En rendez-vous, la première fois, on se rend compte. Voilà. Qu'est-ce qu'il est important de savoir dès le départ ? Pour moi, dès le départ, ce qui est important, c'est d'être dans déjà des intentions, d'être dans une intention de j'ai envie de découvrir l'autre, j'ai envie d'en savoir plus et je suis pas là pour juger, je suis pas dans une posture de juge et l'autre non plus. Je suis pas là pour réagir à tout ce que la personne me dit en disant ça va pas le faire ou ça va le faire. Plutôt être dans ok, je vais explorer l'autre, je vais découvrir l'autre et de poser des questions qui peuvent être intéressantes, notamment au niveau du parcours de la personne, plutôt que de savoir t'as aimé combien ton ex de 1 à 10, tu vois, genre de plutôt être dans
Voilà, est-ce que quels sont les traits de caractère que tu as travaillé chez toi justement, quels sont les traits que tu estimes toxiques chez toi et comment tu fais pour gérer ça, quels ont été les impacts de ta vie professionnelle sur ta vie privée. Vraiment, pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans l'intense, quoi, de voilà, être aussi léger. On peut demander la couleur préférée, c'est pas grave, mais d'être aussi dans pas uniquement Tu préfères les chats ou les chiens? Moi, non, les chats. Ah oui, moi les chats. Ah oui, oui. Vous avez préféré les chats? Ah oui, largement. Oui, oui. J'ai un chat, Nathaniel, trop mignon. Et je suis une cat person. Et en fait, donc, c'est toutes ces questions, ouais. Ouais, c'est ça. Ça peut être sympa en rendez-vous, mais en vrai, il faut aussi, ça demande du courage parce que les gens n'osent pas, ils ont peur de nanani. Mais je le dis tout le temps, les choses que tu as ignorées au début de la relation sont les raisons pour lesquelles tu vas quitter cette relation. C'est souvent comme ça. Les choses que tu as fait semblant de pas voir vont te faire quitter la relation. Si c'est pas 3 mois après, ça sera 6 mois après. C'est pas 1 an, ça sera 2 ans. Mais tu quitteras les relations pour les petits red flags que tu as laissés au début et pour lesquels tu t'es pas vraiment posé des questions, quoi. Dès le départ. Ah oui, dès le départ. Alors vous aimez les concepts, vous avez créé une technique, la technique du future faking. C'est quoi le future? Non, le future faking, c'est une technique que je n'aime pas, qui est en fait une technique qui peut être utilisée, qui est en fait qui s'assimile un peu au love bombing. Donc en fait, le future faking, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe, et le love bombing aussi. Mais en fait, c'est des concepts que les love coachs abordent pour faire attention un petit peu à ces personnes qui se projettent beaucoup trop vite. C'est-à-dire que quand on est au 2e rendez-vous et que la personne te dit ah ben voilà, moi je veux me marier avec toi, alors qu'elle te dise moi j'ai un projet de mariage, ça aux limites ok, mais qu'elle te dise je veux me marier avec toi, ou elle commence à vraiment faire plein de plans sur la comète pour l'avenir, c'est pas très positif parce que la personne, on est au 2e date, on sait pas encore à quoi s'attendre et la personne prend déjà de la place dans le futur. C'est-à-dire que rien n'existe encore concrètement, mais du coup, ça va être encore plus difficile si on n'aime pas la personne ou qu'on veut pas sortir avec, de s'y détacher. Parce que la personne a pris de la place mentalement déjà dans le futur. Ah ben on pourrait vivre là et toi t'habites où? Ah ben on pourrait trop prendre un appartement ensemble. C'est beaucoup trop tôt. Donc d'un côté, ça prend beaucoup de place pour 2 dates, et de 2, on sait pas si la personne est vraiment sincère. Parce que si elle dit ça à tous les 2e dates, c'est pas vraiment, on se dit pas c'est spécial, la personne a réfléchi. Donc pour moi le future faking c'est ça, et le love bombing c'est vraiment le fait de remplir la personne d'amour. Donc quelqu'un qui te parle tout le temps, lundi, mardi, à toutes les heures, il t'envoie plein de messages et puis d'un coup paf, la personne disparaît. C'est en fait ce qui est vraiment c'est pas positif pour la personne qui reçoit tout ce love bombing, parce qu'en fait elle va s'accrocher à la personne. Elle va s'accrocher 10 fois plus que ce qu'elle devrait. C'est-à-dire que, la personne te parle pendant 2 semaines sans s'arrêter, puis elle s'arrête, puis du coup, tu renvoies un message en disant, moi, il y a un problème. Ah ben non, t'inquiète, j'étais occupée. En fait, ça veut dire juste, arrivederci, comme on dit chez moi. Et du coup, en fait, on devient encore plus accro. Et c'est là où on développe l'addiction. Parce que la personne nous a donné beaucoup et on sait ce que ça vaut, et puis elle disparaît. Et on reveut ça. Vous voyez? Et du coup, c'est pas positif. Est-ce qu'il y a une technique pour garder la bonne distance? Oui, bien sûr, c'est le recul. Donc, c'est vraiment le fait de se dire, là, on s'est vu hier, il n'y a pas besoin de se appeler 14 fois par jour, de se poser la question, de se dire, je dois pas, moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas mettre 100% de son énergie dès le début. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça va, et donc, pas mettre 100%, quoi. Mais c'est vrai, mais bon. Oui. Même si on a envie d'y croire et de tout faire pour donner le maximum de soi-même, voilà. En tout cas de soi-même, oui, mais pas de son énergie, du temps, de l'espace. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de femmes qui vont dater quelqu'un, premier rendez-vous vendredi soir. Et samedi soir, elles ont prévu un truc avec leurs copines, donc ça fait un date qu'elles connaissent la personne, et elles vont se dire écoute, je vais annuler avec mes copines pour le voir. Je dis non, là tu donnes 100% de ton énergie, de ton emploi du temps, tu déplaces tes copines avec qui t'as prévu un truc depuis des semaines pour voir l'autre. C'est pas grave, tu le verras mardi soir, ça change rien. Ça c'est le secret, on ne change pas l'emploi du temps. Non, on ne change pas l'emploi du temps parce que tant que la relation n'est pas, parce que quand on est en couple on fait des compromis, donc si la personne a vraiment envie de faire un truc samedi soir, on se dit bon, on peut, ça s'appelle de la négociation, hein, ça s'appelle vraiment le fait de trouver un point commun, un point d'entente en couple. Mais quand on vient de dater la personne, ne donnez pas 100% de votre énergie, ça ne sert à rien, parce que au final, on va tout bouger pour voir la personne, et c'est souvent des mecs qui arrivent avec 2 heures de retard, en flemme, quoi. Vous dites qu'en amour, il faut faire la distinction entre être prêt à rencontrer quelqu'un et être disponible émotionnellement. Totalement. C'est quoi la différence? En fait, le fait d'être prêt, c'est de se dire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, là, je me sens prête, je me sens, je me suis réveillée ce matin, je sais que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Être disponible, c'est autre chose. C'est ce que je parle de disponibilité émotionnelle. Ça veut dire le fait que tu aies envie de rencontrer quelqu'un ne donne pas d'office du sens au fait que tu sois disponible. Mais comment on sait qu'on est disponible émotionnellement? On le sent parce que, par exemple, quand on est indisponible, du coup,
eh ben on va encore penser à notre ex, on va être encore dans des choses du passé, on va en fait on va remarquer nos comportements amoureux, de se dire je date 10 fois et puis en fait je panique et j'arrête de voir la personne, ou j'ai peur de l'engagement, je suis pas disponible à l'autre. Ça veut dire que par exemple parfois on rencontre quelqu'un, on a l'impression de lui plaire, 3-4 dates ça se passe bien et puis la personne s'éloigne. C'est que généralement elle n'est pas disponible, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain point, la personne fait demi-tour. Et du coup, c'est-à-dire, la personne vient en date parce qu'elle se dit, je suis prête à rencontrer quelqu'un, mais quand les choses se concrétisent, elle se rend compte qu'il y a des peurs liées aux relations qu'elle n'a pas guéries. Qu'est-ce que vous appelez des mixed signals ? C'est un peu le chaud et le froid. Donc c'est tout ce que je déteste. Voilà. Parce que vraiment, ça c'est ma hantise number one. C'est vraiment le chaud et le froid, c'est le mixed signal, je t'aime, moi non plus. Voilà, lundi je te parle et puis ciao. C'est waouh. Bien, on a appris des expressions ce matin. Je rappelle que dans votre livre, alors ça c'était intéressant, vous donnez justement des éléments pour dresser ce qu'on appelle le profil amoureux des personnes. C'est ça. En 10 points. Donc pourquoi est-ce que c'est important de faire son profil amoureux ? Alors voilà, je propose des pistes de réflexion, notamment le profil amoureux. Moi je dis souvent que je donne des pistes de réflexion, pas des ordres. C'est-à-dire que chaque personne évolue comme elle veut. Mais là en fait j'ai développé un profil amoureux qui est un truc que je vais travailler, où en fait je me suis dit ces 10 étapes peuvent être cool pour commencer le travail sur soi et de se dire ok qu'est-ce que je veux ou je ne veux plus dans ma vie amoureuse. Parce que en fait, il y a pas d'exercice, c'est pas du sport, tu vas pas aller faire un truc spécifique pour changer ta vie amoureuse, c'est de l'exercice mental. Donc le fait de se dire viens, je compare toutes les relations que j'ai eues, je mets les noms de tous les mecs que j'ai datés cette dernière année et je décris clairement et honnêtement ce qui s'est passé. Puis je vais me dire OK, quelles sont mes peurs en amour ? Quelles sont vraiment le fait de se poser la question et d'établir ça noir sur blanc, ça permet déjà d'être consciente. Et en fait, l'acceptation, c'est la première étape pour le changement. Si on n'accepte pas, on peut pas changer. Et il faut avoir fait la paix avec sa précédente relation. Totalement. S'il y en a eu une, mais ça c'est quand même très important. Totalement. C'est faut être clair important avec ça. Hein. Ouais, parce que parfois on dit je suis prête, mais l'ex prend encore de l'espace mental. Et on n'a pas l'air prête, on dégage pas une énergie de prête, on dégage une énergie de je pense encore à mon ex. Et ça c'est une énergie. Souvent on me dit mais une énergie ça veut dire quoi ? Un exemple que tout le monde comprend, c'est quand tu dates quelqu'un, tu le sais. Quand, par exemple, la personne te kiffe de ouf, tu le sens. Même si la personne te l'a pas dit, ou bien quand toi, tu lui donnes pas de nouvelles parce que voilà, tu prends un peu de distance, tu sens que la personne n'attend que ça, que tu lui envoies un message, mais t'as pas de preuves. Mais les relations amoureuses, c'est aussi une question de sensation. C'est une question de, je sens quand la personne me veut, etc. Et du coup, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand tu es encore prise dans une ancienne relation ou pris dans une ancienne relation, les gens sentent que t'es pas à 100%. Et on le sent, c'est comme un job. Quand t'arrives dans un job et que t'es pas à 100%, ton manager le sent, il se dit, il a pas de preuves, mais il sent que t'es pas à 100%. Et c'est pareil en relation. On sent les gens, on sent la disponibilité aussi. D'ailleurs, quand on est disponible, il y a la loi de l'attraction. Oui, moi j'adore la loi de l'attraction, mais c'est un autre sujet. Et oui. C'est long, c'est un super sujet, ça. Ouais, c'est un super sujet, mais waouh. On n'y croit pas. Oui. Mais voilà, on fera une émission sur la loi de l'attraction. Bah ouais, carrément. Je connais des gens, alors là, ils peuvent vous en parler des heures. Ouais, pareil. On vous retrouve où, Amal ? Sur Instagram, Amal Taher, Egocentric 5, ça porte mon nom. Et voilà. Sur Insta. Sur votre Insta éponyme. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle Aimer sainement, finir avec les dynamiques toxiques dans les couples chez Le Duc. Ce que j'aime bien, c'est que ça part de votre expérience. Totalement. Donc c'est pas un livre où on reprend tous les clichés de Psychologie Magazine et de pas du tout. Non, vous avez vraiment bossé et c'est votre vision de la dynamique toxique d'une relation. Totalement. Donc, et c'est des pistes de réflexion. Voilà, c'est intéressant parce que j'avais encore jamais lu quelque chose qui ressemblait aux pistes de réflexion que vous nous proposez. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.